Merci de votre fidélité. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans votre émission Opinion. Cette semaine, nous recevons sur ce plateau d'opinion Maître Mame Adama Gueye, avocat à la Cour et président du mouvement citoyen La Voix du véritable changement Sénégal Boubès. Bienvenue à vous, Maître. Merci beaucoup, Mme Fatou Ndiaye, de l'invitation et bonjour à vos téléspectateurs. Oui. Brièvement, Maître Mame Adama Gueye, vous êtes inscrit au tableau de l'Ordre des avocats depuis juillet 1982, donc vous comptabilisez presque 36 ans dans la profession, juriste, conseiller d'entreprise, ancien bâtonnier de l'Ordre des avocats du Sénégal, candidat malheureux à la présidentielle de 2007. Vous avez déclaré encore une fois la vôtre en vue de la présidentielle de 2019. Est-ce suffisant pour vous introduire? Je pense, c'est assez complet. Merci. Tout à fait. Merci. Maître, vous faites partie des précurseurs du Forum civil. Cette entité a publié son rapport pour l'exercice 2017. D'après l'enquête, le Sénégal est le 8e pays le plus corrompu de l'Afrique. Votre appréciation? L'appréciation est simple. C'est-à-dire que comme le Forum civil l'a expliqué, le Sénégal est toujours dans la zone rouge. J'ajouterais que nous n'avons à la limite même pas besoin de cet index pour savoir que la corruption est endémique dans notre pays. La situation n'a absolument pas changé sensiblement. L'OFNAC, à mon avis, ne remplit pas la fonction qu'elle est censée accomplir. Oui. Elle n'est pas efficace, donc ce n'est pas étonnant. Et nous n'avons pas aussi une chose qui est extrêmement importante en matière de lutte contre la corruption, une véritable volonté politique. Et le système clientéliste politique génère la corruption. Oui. Donc il y a un ensemble de conditions qui font que ça ne m'étonne absolument pas que le Sénégal soit dans la zone rouge. Oui. Et tant qu'on ne fera pas des réformes fondamentales soutenues par une véritable volonté politique, la situation ne changera pas. La société sénégalaise n'a-t-elle pas une part de responsabilité dans ce phénomène? Mais écoutez, il y a toujours la corruption, c'est un phénomène complexe. C'est un phénomène qui résulte d'un écosystème qui est plus ou moins favorable au développement de la corruption et aussi qui résulte d'attitudes des individus, parce que pour qu'il y ait une corruption, il faut un corrupteur, il faut un corrompu. Quand les corrompus sont du côté quelquefois, souvent la plupart du temps, de l'administration ou de l'État ou des services de l'État, les corrupteurs sont du côté des citoyens. Mais donc il y a une responsabilité commune, partagée, parce que c'est un phénomène social. Mais il y a un élément que je souhaite rajouter aussi, c'est qu'on parle beaucoup de corruption, on ne parle pas d'un phénomène qui est très prégnant dans notre société, qui est la concussion, et qui est différente. Comment? Parce que la corruption, c'est un acte. L'initiateur de l'acte est le corrupteur. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui vient dans une administration, qui veut bénéficier d'avantages indus, qui corrompt l'agent. La concussion, c'est l'inverse. C'est l'agent qui impose le paiement. Et dans notre système aujourd'hui, ça, c'est un phénomène très prégnant. Aujourd'hui, il y a très peu d'administrations, de services, où vous allez, où vous obtenez ce que vous cherchez, sans être obligé de faire quelque chose, comme on dit. Donc, il faudrait qu'on... Donc, c'est ça la concussion. C'est ça la concussion. Et on a souvent tendance, quand on parle de corruption, on n'intègre pas cette dimension. Et en Afrique, la concussion est un phénomène très, très développé. Oui. À propos, on note un recul dans le travail des corps de contrôle comme l'IGE et l'OFNAC depuis 2016 notamment. Est-ce que c'est un recul? Parce que je pense qu'il faut nuancer. Par exemple, l'inspection générale d'État, je pense qu'ils ont fait leur travail. Le problème qui est flagrant, c'est la violation de la loi, à mon avis, à cause de la responsabilité. Et le responsable, à mon avis, c'est le président de la République. Parce qu'il y a quand même une coutume républicaine qui veut que ces institutions, et il faut le rappeler, la loi oblige, c'est la loi qui oblige l'OFNAC et l'IGE de produire un rapport annuel. Et jusqu'à présent, le rapport 2016 de ces deux institutions n'est pas sorti. Oui. La coutume républicaine veut que ces institutions, avant de rendre public, présentent d'abord au président de la République. Et le président de la République montre une mauvaise volonté évidente et qui a poussé ces institutions à ne pas publier. Et là, moi, j'attire leur attention. Oui.
Et je les interpelle publiquement parce que c'est une responsabilité que ces institutions ont qui résulte de la loi. Ils ne doivent pas se complaire de ne pas publier les rapports parce que le président de la République ne montre pas de la bonne volonté. L'obligation qu'ils ont résulte de la loi. Au nom de l'état de droit, ils doivent publier leurs rapports. Donc ces institutions violent la loi. Absolument. En l'état, c'est la réalité. Absolument, c'est la réalité. Et donc, moi, je les invite, au nom de l'état de droit, à publier le rapport. C'est leur devoir et leur obligation vis-à-vis des citoyens. Parce que l'état de droit est au-dessus de tout le monde et au-dessus du président de la République. Même si le président de la République ne montre pas de la bonne volonté, ces institutions ont l'obligation, de par la loi, de publier ces rapports. Côté droits humains, Amnesty International, section Sénégal, parle de régression dans ce domaine. Attestez-vous un tel jugement? Dans quel domaine? Dans le domaine des droits humains. Bon, dans le domaine, je ne veux pas globaliser parce que je ne sais pas sur quels éléments. Ils ont cité des prisonniers politiques à l'image du maire de Dakar, Khalifa Sall. Bon, c'est vrai que c'est bon. Si c'est le jugement sur ce dossier pose problème, effectivement, si on se fonde sur tout le déroulement de ce process, parce que quand même, dans ce dossier, il y a eu une grosse accélération. Il y a une démarche très expéditive que moi, en 36 ans de carrière, j'ai jamais vu. J'ai jamais vu un dossier traité avec autant de rapidité. On a été très vite pour boucler le dossier. Première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a eu à un moment donné quelque chose aussi qui s'est passé qui est quand même très grave. Le fait de ne pas lui reconnaître son immunité parlementaire et la contradiction flagrante dans laquelle le procureur de la République est tombé. Parce que dans un premier temps, on ne voulait pas lui reconnaître son immunité. Ensuite, on demande la levée de son immunité parlementaire. Ce sont des facteurs. Le parquet avance comme hypothèse sa condition de détenu avant les élections. Mais pourquoi demander la levée de l'immunité parlementaire dans ce cas-là? Il faut être cohérent. Où on a l'immunité, on n'a pas besoin de demander la levée de l'immunité. Où on ne l'a pas, où on l'a, on respecte et on demande la levée de l'immunité. Où on ne l'a pas, on n'a pas besoin de demander la levée de l'immunité parlementaire. C'est ça la question. C'est pour cette raison qu'effectivement, il y a des raisons de considérer que il y a des soubassements politiques dans ce dossier. Il y a aussi des détenus qui sont morts sous les liens de la détention. La question des détenus dépasse seulement la question de la mort des détenus, c'est l'état, la situation des détenus, la condition des détenus viole évidemment, effectivement les droits humains. C'est pas parce qu'on est prisonnier qu'on ne doit pas être respecté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la situation de vie des détenus est absolument inacceptable et intolérable. Ça ne respecte pas les droits humains. Je ne parle même pas de la mort, c'est la vie de tous les jours. Ça, c'est un point qui est extrêmement important. Le vécu quotidien des détenus, leur situation au quotidien est une situation absolument intolérable et qui viole effectivement les droits humains. Toutefois, côté budget, l'État budgétise pour chaque détenu 5 000 francs CFA par jour. Est-ce que c'est 5 000 francs? Je me pose la question. Parce que moi, il y a très longtemps, j'avais fait une étude dans le cadre du programme sectoriel de justice, c'était en centaines de francs. Centaines? C'était en centaines de francs. Il y a eu une évolution, mais je ne crois pas que ça atteigne les 5 000 francs. Donc vous réfutez ces chiffres? Je ne pense pas que c'est 5 000 francs. Maintenant, je veux bien vérifier, mais à mon avis, on doit être très loin de ça. À 5 000 francs par jour, je pense qu'il y aurait moyen de faire vivre les prisonniers correctement. Enfin, les détenus correctement. Ce qui sous-entend que ces corps de contrôle comme l'IGE ou bien l'OFNAC ont du pain sur la planche. Mais évidemment, au-delà même des rapports, de l'application des rapports, la question de l'IGE, il faut, à mon avis, la poser aussi d'une autre manière. C'est la question du statut de l'IGE. Parce que l'IGE, aujourd'hui, produit des rapports destinés exclusivement au président de la République, les rapports d'enquête. Le président de la République a le pouvoir discrétionnaire de décider du sort de ces rapports. Et évidemment, il y a une dimension politique qui intègre. Parce que le président de la République peut décider qu'on poursuit X, mais qu'on ne poursuit pas Y. Sur quelle base? C'est discrétionnaire. C'est qu'il y a même, vous avez même entendu le président dire qu'il a mis des dossiers sous le coude. Donc aujourd'hui, il faut réformer fondamentalement le statut de l'IGE pour que le président de la République n'ait plus ce pouvoir discrétionnaire, qu'il soit destinataire des rapports,
mais que le sort des rapports soit décidé par l'IGE. C'est-à-dire que l'IGE ait la possibilité de transmettre directement les rapports aux juridictions quand c'est nécessaire. Mais qu'ils ne reviennent pas au président de la République de décider, souvent d'ailleurs sur des bases forcément politiciennes, de poursuivre X et de ne pas poursuivre Y. D'ailleurs, Maître Hassimou Touré, avocat de Mbaye Touré, le directeur financier de Khalifa Sall, il demande à ce que ces corps de contrôle soient départagés par rapport à la... ou bien soient enlevés de la tutelle. C'est tout à fait pertinent. Il faut les sortir du giron de la présidence de la République. Ça, c'est nécessaire. D'ailleurs, même il y a une question qui se pose. Même la présidence doit faire l'objet de contrôle. Même la présidence doit faire l'objet de contrôle. Dans un état de droit, la présidence doit faire l'objet d'un contrôle. Il faut sortir le vérificateur général, l'inspection générale d'État du giron de la présidence de la République. Et leur donner une indépendance et décider que le président n'a plus le pouvoir discrétionnaire sur le sort des rapports. Ça, c'est quelque chose de très important. Oui, sur le même ordre d'idée, maître, parlons de la justice, ce pouvoir dont les leviers s'appuient apparemment sur un autre, l'exécutif, en examinant les dossiers judiciaires mis au devant de la scène. Pensez-vous que le droit est dit et exercé sur les citoyens? On ne peut pas généraliser, c'est-à-dire que la justice a des problèmes, j'ai l'habitude de le dire, mais on ne peut pas généraliser. Mais ce qui est évident, c'est qu'aujourd'hui, il y a une crise de confiance, globalement. Les citoyens, la justice n'inspire pas confiance, globalement, aux citoyens. Il faut régler ce problème. Comment? Il faut tenir les assises de la justice, prendre en charge l'ensemble des questions qui se posent. Parce qu'aujourd'hui, c'est évident qu'on a un problème d'asymétrie entre la vision originelle de la justice et les missions actuelles. Il y a un ajustement nécessaire. Le président de la République avait, par l'intermédiaire du ministre Sidiki Kaba, promis les assises de la justice en avril. Ça n'a pas été fait. Il l'a réitéré à la dernière rentrée solennelle des cours et tribunaux. C'est une nécessité absolue. Il faut que l'ensemble des parties prenantes, parce qu'il faut qu'on n'oublie jamais que la justice, ce n'est pas seulement l'affaire de l'État, des avocats et des magistrats. Toutes les parties prenantes, c'est-à-dire les citoyens, le secteur privé, la société civile, les organisations de droits de l'homme, toutes ces parties prenantes doivent participer aux assises de la justice pour discuter des problèmes de la justice, redéfinir une nouvelle vision, parce que la justice doit fonctionner sur la base d'une vision. On a dépassé la vision originelle. Parce qu'aujourd'hui, les attentes et les demandes par rapport à la justice sont des demandes qui sont totalement différentes des demandes de base. À la base, on demandait à la justice de traiter les litiges. Aujourd'hui, l'intervention de la justice a un impact sur plusieurs domaines. La justice a une triple fonction de régulation politique, économique et sociale en matière de droits de l'homme. Donc là, les demandes vis-à-vis de la justice ont changé, alors que la justice n'a pas évolué dans sa vision originelle. Cette asymétrie, il faut la régler. Donc il y a un gap entre les attentes absolument. et l'offre. Il y a un gap, absolument. Oui. Dans le procès de la caisse d'avance à la mairie de Dakar, l'avocat maître El Hadj Moustapha Diouf, le tribunal lui a refusé sa constitution en faveur du maire de Dakar pour éclairer la lanterne des Sénégalais. Comment vous expliquez cette décision? Écoutez, je n'ai pas les détails. Oui. Ce qui m'a semblé comprendre, c'est que on a considéré, on a appliqué une loi. Si c'est ce que dit la loi, il n'y a pas de problème. Il faut respecter la loi. Ok. Donc vous êtes d'accord? Si c'est ce que la loi dit, il faut respecter la loi. Absolument. Oui. L'agence judiciaire de l'État a-t-il un rôle à jouer dans ce procès? La défense recuse. C'est-à-dire que vous me permettrez, moi je suis avocat, ancien bâtonnier. Il y a un procès en cours, il y a des avocats de la défense, des avocats de la partie civile, l'agent judiciaire, le tribunal. Je ne veux pas jouer le rôle de juge. Permettez-moi de ne pas me prononcer sur le procès qui est en cours. C'est une question de principe déontologique. Déontologique, et on vous le concède. Merci. Porté par votre mouvement, la voie du véritable changement, Mame Adama Gueye, vous projetez de briguer le suffrage des Sénégalais en 2019, après l'échec de 2007. Quel discours nouveau allez-vous prononcer? Le discours ressort même du nom, Sénégal vous baisse. On
propose une nouvelle république. Nous avons fait le constat que malgré les alternances et la persistance des mêmes mots, clientélisme politique, manque d'éthique dans la gestion des affaires publiques, manque de transparence, malgouvernance, népotisme, malgré les deux alternances qu'on a eues. Donc nous pensons qu'il faut passer à autre chose, il faut faire bouger les lignes. Et c'est pourquoi on appelle à travailler à l'érection d'une nouvelle république. C'est que nous avons les signes extérieurs d'une république, mais notre pays ne fonctionne pas comme une république. C'est-à-dire? Nous avons une institution qui domine tout et qui décide de tout, qui est une institution qui est omnipotente, c'est-à-dire la présidence de la République. On a théoriquement une assemblée générale, on a une justice, mais l'articulation des institutions est faite de telle sorte qu'il y a une prédominance de l'exécutif sur le reste des institutions. Et ça favorise le détournement de pouvoir. Aujourd'hui, le président de la République, je ne parle pas du président Macky Sall, je parle du président dans nos institutions. De la fonction. De la fonction. Oui. Peut tout faire, peut tout décider dans ce pays. Et détourne même son pouvoir. À cause du clientélisme politique, qui est la culture politique prédominante depuis l'indépendance. Ce qui fait qu'aujourd'hui, un président de la République utilise des pouvoirs de la République pour ses intérêts politiques. On le voit à plusieurs niveaux. Dans les nominations. Qui est-ce qu'on nomme? Les alliés politiques. Cela relève de son pouvoir discrétionnaire. Mais le pouvoir discrétionnaire, oui, mais le pouvoir d'un président de la République a une finalité, même si c'est implicite. Le président de la République prête serment pour se mettre au service de l'intérêt de notre pays. Les pouvoirs qu'ils ont doivent être utilisés exclusivement dans le cadre de l'intérêt du Sénégal et de l'intérêt général. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Le président arrive, il nomme ses amis politiques. Oui. Sans considération de leurs compétences ou de leur éthique. Ça, c'est un détournement de pouvoir, parce qu'il utilise le pouvoir à des fins politiques, pour ses intérêts politiques. Alors que, quand il y a une responsabilité à confier, on doit le confier au meilleur Sénégalais possible, sans considération politique. Aujourd'hui, quel est le sésame pour avoir une responsabilité? Il faut avoir la carte de l'APR. Comme à l'époque, il fallait avoir la carte du PDS. Comme à l'époque, il fallait avoir la carte du PS. C'est ce qui explique que quand il y a un nouveau pouvoir qui arrive, la transhumance s'exerce parce que ceux qui veulent accéder aux responsabilités quittent leur parti pour aller vers le nouveau parti. Ça montre qu'il y a un gros problème de détournement de pouvoir. C'est pour ça que nous appelons à une nouvelle république. Mais c'est le peuple qui leur donne ce pouvoir. Non, c'est le peuple leur donne le pouvoir en fonction des règles constitutionnelles. Et le président de la République prête serment. À la limite, on n'a même pas besoin de dire ce que je dis parce que c'est implicite. Un président de la République doit gérer les intérêts du pays en fonction de l'intérêt général. C'est ces intérêts qui sont au-dessus de tout autre intérêt. Mais tous les présidents qui passent mettent en avant leurs intérêts politiques à cause de la culture du clientélisme politique que nous avons hérité du système de Senghor. Tous les systèmes qui ont passé ont fonctionné comme ça. Et ça, il faut que ça change. C'est ça l'objet de la mise en place de Sénégal Boubès. Oui. Et la voie du véritable changement. Parce qu'on a eu des alternances, on n'a pas eu d'alternative réelle. Justement, comme le mot changement n'est pas nouveau dans le discours politique, quel crédit accordez-vous au vôtre? Nous parlons de véritable changement. Nous ne parlons pas de changement simple. Il y a eu effectivement des changements, c'est-à-dire deux changements. Une équipe nouvelle qui a remplacé une autre équipe. Oui. Nous ne parlons pas de ça, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est la nouvelle République. Refonder la République sur la base des conclusions. Nous nous inspirons essentiellement des conclusions des assises nationales. Changer le système. Absolument, en profondeur. Il faut changer le système en profondeur. Sur la base de la préconisation des assises nationales. Il faut refonder la République. Mettre en place de vraies institutions républicaines. Par rapport à ces assises nationales, le peuple s'est déjà prononcé sur ce programme en 2012. Le peuple ne s'est pas prononcé. C'est le candidat du Yonou Yokote qui est arrivé au second tour. Le candidat du Yonou Yokote, comme vous dites, est allé signer les conclusions des assises nationales en les deux tours. Oui. Et il sait très bien pourquoi il l'a fait. Oui, je veux parler du premier tour. Oui, mais je parle aussi du second tour. Oui. Parce qu'aujourd'hui, au premier tour, il a eu combien? 25%. Combien il a eu au second tour? 65%.
40% de plus. Vous croyez qu'il l'a eu comme ça? La première visite qu'il a faite, il l'a réservée au président Mbow des Assises nationales pour aller signer. Si son Yonou Yokote était suffisant, il n'aurait certainement pas besoin de le faire. Il avait signé sous réserve. S'il n'a pas signé sous réserve, c'est un mensonge historique. Il n'y a jamais eu de signature sous réserve. Il n'y a jamais eu de signature sous réserve. Ce principe de signature sous réserve n'existe pas. Pourtant, le président Macky Sall l'a dit. Il l'a dit, mais ce que je dis est clair. Et je le dis clairement. Le principe de signature sous réserve n'existe pas aux Assises nationales. Il a signé, un point, c'est tout. C'était confortable après de dire qu'il a signé sous réserve. Mais ce n'est pas la vérité historique. D'accord. Par rapport à ces assises nationales, qu'est-ce que vous y ajoutez de nouveau, puisqu'il y avait deux candidats qui étaient au devant de la scène en 2012 et ils portaient ce programme des assises nationales, en l'occurrence Moustapha Niasse et Ousmane Tanor Dieng. Mais ça ne veut pas dire que les gens récusent les assises nationales. La preuve, quand le président de la République a été élu, il a demandé au président Mbow de faire un rapport. Il a mis en place une commission nationale de réforme des institutions. Dans lequel il a choisi ce qui lui arrangeait, ou bien ce qui lui convenait. Oui, non, ça c'est d'abord, ça c'est après. Mais dans un premier temps, il a mis en place une commission nationale de réforme des institutions qui a travaillé sur des bases scientifiques, qui est allé sur le terrain, qui a pris des échantillons que tous les sociologues connaissent sur la base de principes connus par tous les sociologues, pour recueillir les attentes des Sénégalais dans tous les domaines. Et c'est ce qui a donné le rapport de la Commission nationale de réforme des institutions. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Le président de la République, dans le cadre de ce fameux référendum, a pris ce qu'il y a de moins important dans ce rapport pour proposer ces réformettes au référendum. Ah oui? C'est des réformettes, la preuve. On nous avait promis que tout se passerait formidablement après le référendum. Le référendum était censé renforcer l'état de droit, consolider la démocratie. Tout le monde sait. Est-ce que l'état de droit a été renforcé? Je pourrais vous donner des exemples de violations par le président de la République de l'état de droit. Lesquels? Vous êtes au courant de la démission du ministre Thierno Alassane Sall? Oui. Il a démissionné le 2 mai. Le même jour, Monsieur le Président de la République a désigné le Premier ministre à la place de Thierno Alassane Sall. On a une loi qui dit qu'un décret est exécutoire 3 jours francs après sa publication au journal officiel. Ah oui? On a des règles qui disent que quand un ministre est déchargé, il y a une passation de service. Monsieur le Premier ministre a signé à la place du ministre Thierno Alassane Sall, alors que le décret qui le nommait n'était même pas publié. Dans le journal officiel. Voilà. Voilà la consolidation de l'état de droit. Le renforcement de la démocratie, je vous donne un exemple. On a mis 50 milliards pour les cartes d'identité des Sénégalais et les cartes d'électeurs. On a eu des élections catastrophiques. La violation, la plus grave violation de la démocratie, c'est priver un citoyen de voter. Voilà pourquoi je parle de réformettes. C'était juste des prétextes. Donc on a pris les choses les moins importantes de ce rapport du CNRI. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, il y a beaucoup à faire. Nous n'avons pas besoin de réinventer la roue. C'est pour ça que nous nous inspirons essentiellement des conclusions des Assises nationales et du rapport de la Commission nationale de réforme des institutions. Mais pensez-vous que les électeurs sont sensibles à ce genre de discours? La question est très simple. Nous préconisons, tout ce que nous préconisons, c'est la vision que nous avons dégagée. Nous avons une idée d'une vision d'une société qui est fondée sur des valeurs d'éthique, de justice, de solidarité et d'équité. Dans une nouvelle république prospère, dirigée par des citoyens au service de l'intérêt général et vouée à la satisfaction durable des intérêts des Sénégalais dans le domaine de la santé, de l'éducation, de la sécurité et de l'accès à l'emploi. Nous parlons du quotidien des Sénégalais. Nous ne parlons pas de croissance théorique. C'est pour ça que nous allons parler aux Sénégalais. Nous ne parlons pas de théorie. Nous parlons de choses qui peuvent changer leur vie, qui peuvent être des éléments fondamentaux. Prenons les jeunes. Les jeunes sont désespérés. J'en profite pour leur dire de ne pas désespérer, de ne pas se décourager.
Parce que contrairement aux apparences, les moyens de régler les problèmes sont dans ce pays. La seule question, c'est que les ressources ne sont pas bien orientées ou sont détournées. Un système qui permet de bonne gouvernance, qui permet de bien gérer nos ressources, permettra de disposer des ressources nécessaires pour répondre aux attentes des populations, et notamment des jeunes. Donc c'est ça que nous préconisons. C'est des choses très concrètes, ce n'est pas de la théorie. Tout de même, convenez-vous avec moi que ce genre de rhétorique, les Sénégalais sont habitués à en profiter? Oui, c'est vrai. Vous avez parfaitement raison. Tous les discours politiques sont corrects et séduisants. Vous avez parfaitement raison. C'est pour ça que j'invite les Sénégalais, qui commencent par moi, de ne pas se limiter au discours, de regarder la trajectoire de ceux qui tiennent des discours, la cohérence de leurs paroles par rapport à leurs actes. Comme ça, on est dans un petit pays, tout le monde se connaît. Oui. On pourra faire la différence. Vous les orientez sur les personnalités des politiques? Non, je dis simplement, quand quelqu'un viendra leur proposer des choses, qu'il fasse un exercice de vérification de cohérence. Est-ce que ce que la personne dit est conforme avec ce que la personne a déjà fait? C'est un très bon exercice. Et qu'on l'applique à tout le monde. À tout le monde. Voilà. Avant la mise sur pied de ce mouvement, vous étiez membre fondateur de la plateforme Sénégal Bi Nu Bëgg. Qu'est-ce qu'on peut retenir derrière votre démission? Des divergences de point de vue, des divergences de vision. Et ça arrive dans la vie. Même étant membre fondateur de cette plateforme. Oui, ce n'est pas un problème. On peut être ensemble dans un projet, le concevoir ensemble, le mettre en place et en cours de vie de la structure se rendre compte qu'il y a des divergences. Quel genre de divergences? Non, moi je ne veux pas aller dans des détails parce que vous savez pourquoi j'ai dit qu'on a des divergences de vision dans la démarche et en termes de vision organisationnelle. Je ne veux pas aller plus loin. Vous savez pourquoi? Parce que je veux sauvegarder les bonnes relations. Et moi je ne regarde pas en arrière, je ne regarde pas un rétroviseur. On a tous des trajectoires. À des moments, on est dans une structure, dans une organisation, ça ne se passe pas bien. Moi, quand c'est comme ça, je préfère en prendre acte et travailler à garder les bonnes relations. Il y a un certain nombre de choses qu'on peut dire. On peut se dire des choses dans une organisation. On n'a pas besoin de les mettre sur la place publique parce qu'il faut quand même sauvegarder les relations. Parce que dans cette organisation, il y a des gens avec qui je suis en relation, on est des amis depuis 20 ans. Donc il faut quand même, on a des valeurs dans notre société. Il ne faut pas, pour satisfaire la curiosité des gens, dire des choses qui peuvent être préjudiciables à la poursuite de bonnes relations entre des personnes qui ont travaillé ensemble. Oui. Que répondez-vous à ceux qui disent que derrière cette démission, il y a cette histoire de votre absence lors des législatives de 2017? Écoutez, moi je laisse, chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Moi j'ai dit qu'on a des divergences qui étaient antérieures aux élections, qui se sont poursuivies effectivement jusqu'aux élections. J'en ai tiré les conséquences et j'ai décidé de ne pas figurer sur la liste. Oui. Voilà. Juste ça. J'ai décidé de ne pas figurer sur la liste et je n'ai rien fait pour gêner la liste. Je me suis mis totalement à l'écart. Même ma démission, je l'ai annoncée bien après, c'est-à-dire au mois de novembre. Oui. Voilà. Parce que je ne voulais pas que ma démission annoncée puisse gêner ou perturber. Est-ce que ce n'était pas recherché? Non, du tout. Parce que, écoutez, vous savez, j'aurais pu faire du bruit juste après, j'ai démissionné parce que c'est dit, parce que non, ce n'était pas nécessaire. On n'est pas d'accord. Je décide de ne pas faire partie de la liste et la liste continue sa vie, va aux élections. Moi, je n'ai pas besoin de gêner ça. Je me suis mis à l'écart, j'ai attendu le résultat des élections, même bien après les élections pour annoncer ma démission. Oui. Dans les normes, vous serez candidat indépendant lors de la présidentielle de 2019. Inch'Allah. Oui. Comment analysez-vous cette histoire de parrainage ou bien ces parrainages avancés par le pouvoir? Je me pose... Non, mais attendez. Moi, je me pose la question. Pourquoi les partis ont peur du parrainage? Vous n'avez pas peur des parrainages? Non, du tout. Moi, en 2007, je suis allé chercher 10 000 signatures. Je n'ai pas peur du parrainage. Et les partis, maintenant, ce qui est très gênant, c'est que les partis qui ont peur du parrainage donnent des prétextes en disant oui, c'est parce que le président veut sélectionner ses concurrents, c'est antidémocratique. C'est maintenant qu'ils découvrent que c'est antidémocratique. Alors que cette règle est imposée aux indépendants depuis toujours. Quand on défend des principes.
Et aujourd'hui, à choisir, je préfère qu'on mette le parrainage pour sélectionner, qu'on sélectionne par l'argent. Parce que vous voyez, un trafiquant de drogue peut avoir 200 millions, même si on dit caution à 200 millions. Ou un candidat peut aller dealer avec un trafiquant de drogue, donne-moi 200 millions, je suis candidat, le jour où je gagne, voilà, je te donne tel et tel avantage. Ce n'est pas un bon critère de sélection. C'est une sélection censitaire. Vous voulez le parrainage? Pour moi, je ne suis pas contre le parrainage parce que j'estime que quelqu'un qui prétend être candidat à la présidence de la République doit justifier d'un minimum de représentativité. Donc moi, ça ne me gêne absolument pas. Mais j'ajoute une chose. Si on décide de quelque chose, que ce soit valable pour tout le monde. Si on décide d'enlever le parrainage, que ce soit valable pour tout le monde. Il n'y a aucune raison de faire une discrimination au détriment des candidats indépendants. Et si on le maintient pour les candidats indépendants? Je respecte ce que la loi dit, mais je considérerais que notre pays a un problème, parce que ce serait une violation de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, qui interdit toute discrimination entre les candidats à une élection. Voilà. Parlons politique avec le chef de l'État, le président Macky Sall, qui vient d'inaugurer certaines infrastructures lors de sa tournée dans le Sine Saloum. De la sorte, le candidat Macky Sall a une avance par rapport à ses concurrents. Qui vient d'inaugurer quoi? Des routes réhabilitées. Moi, c'est curieux d'ailleurs. Il n'y a qu'au Sénégal qu'on voit qu'on inaugure une route réparée. C'est extraordinaire. Des petits centres médicaux. Un président doit avoir autre chose à faire. Ça, un directeur de service, un ministre peut le faire. Voilà, franchement, le président doit être au-dessus de ça. Je trouve que c'est une forme de campagne électorale primaire. Et ce qui est désolant, c'est qu'aujourd'hui, cette campagne est couverte pendant des heures par les médias d'État, avec notre argent. C'est manifestement une forme de campagne du président. On ne respecte absolument pas l'équilibre. Alors que dans tous les pays du monde, quand on consacre autant de temps dans les médias d'État au président de la République, on équilibre un peu, on donne aussi à l'opposition la possibilité de parler. Mais ici, on a mis un encarté de l'APR à la RTS, un encarté de l'APR au Soleil, et ces structures, avec notre argent, sont au service. Ces structures dirigées par des militants de l'APR sont au service de leur secrétaire général APR. C'est de bonne guerre. Ce n'est pas de bonne guerre, c'est une violation, c'est un détournement de pouvoir. C'est un détournement de pouvoir et une violation des principes démocratiques. Oui. Une révision exceptionnelle des listes électorales se fera du 1er au 30 mars 2018. Cela suffira-t-il pour permettre à ces 2 millions d'électeurs qui n'ont pas voté lors des législatives de pouvoir participer à la présidentielle? C'est une nécessité, mais l'urgence, et j'insiste, c'est qu'on délivre l'ensemble des cartes d'identité à tous les Sénégalais qui sont déjà inscrits, qui n'ont pas encore eu leur carte. C'est une urgence absolue. C'est le préalable. Il faut que les citoyens soient intransigeants sur cette question. Soient intransigeants sur cette question. Parce que la situation est absolument inacceptable. Il est inacceptable de priver les citoyens sénégalais du symbole de la citoyenneté, qui est la carte d'identité. Donc ça, c'est le préalable. Il faut que nous ayons l'assurance, sur la base d'un audit indépendant, que 100% des cartes d'identité ont été délivrées. C'est ça le préalable. Et ça, moi, j'invite encore une fois les citoyens à être intransigeants sur cette question. Et aux primo-inscrits? Mais les primo, bon, il faut évidemment, c'est important de faire en sorte qu'avant cette élection, tous les citoyens sénégalais qui sont en âge de voter soient inscrits. Ça, c'est nécessaire. Et puis qu'on aille vers des élections transparentes. Ça, vraiment, je pense... Sera-t-il possible d'aller vers des élections transparentes avec ce manque de consensus dans le processus? Le problème qui se pose, c'est que le principal responsable de ce processus, c'est l'État. L'État doit donner des gages de confiance. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des revendications qui sont justes. Pourquoi l'État refuse le bulletin unique? On nous dit que c'est parce qu'il y a l'impression de bulletin, ça coûte très cher quand il y a beaucoup de candidats. Mais le bulletin unique règle le problème. Quel est le problème pour qu'on refuse le bulletin unique? Ça, c'est une question. On comprend les réticences. Aujourd'hui, on devrait même aller être beaucoup plus loin que ça. Moi, je pense qu'aujourd'hui, au Sénégal, une question, et ça, je le mets sur la table. Aujourd'hui, avec les jeunes, beaucoup de jeunes ne votent pas.
parce que, bon, ça les embête un dimanche de se réveiller, d'aller voter. Qu'est-ce qui empêche qu'on passe à un vote en ligne? Il y a des pays où ça existe. En France, par exemple. Il y a des pays où ça existe. Aujourd'hui, pour favoriser le vote, notamment des jeunes, il faut qu'on aille vers le vote en ligne. Toute l'infrastructure technologique existe. Les modalités, les conditions pour assurer la sécurité sont possibles. Quand on fait du benchmarking, ça existe ailleurs. Voilà, c'est comme ça qu'on monte, c'est comme ça qu'on développe une démocratie. Mais avec l'absence de confiance entre les acteurs politiques, est-ce qu'ils seront pour... Moi, je pense que le tête-à-tête là, ce n'est pas bon. Je l'ai dit à des amis des organisations de la société civile qui s'intéressent aux élections, qu'ils arrêtent de jouer le rôle d'arbitre. Ce sont des acteurs, ce n'est pas des arbitres. Parce que les élections, ce n'est pas seulement l'affaire des partis politiques. Les élections, c'est d'abord l'affaire des citoyens. Il faut créer des conditions pour que l'évaluation du processus électoral, les discussions impliquent toutes les parties prenantes, notamment les citoyens, ou au moins les organisations de la société civile qui s'intéressent au processus électoral, mais comme acteurs. Donc vous confirmez les propos tenus par le président, l'ancien président, Maître Abdoulaye Wade, qui refusait à cette société civile ce terme de neutralité. Mais la question, c'est pas, il faut que ça c'est dépassé. Aujourd'hui, les élections ne peuvent pas être, c'est absolument aberrant de considérer que c'est l'affaire des partis politiques. Les élections, c'est l'affaire des citoyens. C'est des citoyens qui votent. Donc, c'est les principaux concernés. Oui. Donc, je pense que cette histoire de la société civile neutre n'est pas neutre, c'est pas la question. Il y a des questions qui se posent, il y a des bonnes réponses qu'il faut apporter. Oui. Si la société civile, des organisations de société civile peuvent participer, aider à arriver aux bonnes réponses, mais c'est très bien. Voilà. Si la société civile n'arbitre pas, les politiques, qui va le faire? Mais les politiques, on n'a pas besoin d'arbitre. Il faut aujourd'hui, c'est pour ça qu'encore une fois, la refondation est nécessaire et la mise en place d'une nouvelle république. Qu'on mette en place des institutions qui nous aident à dépasser toutes ces questions. De vraies institutions démocratiques. Avec un président qui n'est pas membre, qui n'est pas secrétaire général de parti politique. Un président qui ne détourne pas ses pouvoirs en les utilisant à des fins politiques. Je donne un autre exemple. Aujourd'hui, quand un homme politique s'en va quelque part, il est suivi par les renseignements généraux. Pourquoi faire? On prend notre argent, on paye un fonctionnaire pour qu'il suive un homme politique. Et quel est le rôle de cet argent? Faire un rapport au bénéfice de qui, au profit de qui? Des autorités en place. Mais je parle sous l'angle politique, c'est-à-dire le secrétaire général du parti au pouvoir. Parce que les informations, qu'est-ce qu'on va donner comme information? Ousmane Sonko est allé par là. Idriss Seck est passé par là. Même nous, quand on a fait notre lancement la dernière fois, il y a un fonctionnaire de renseignement général qui est arrivé au ministère de l'Intérieur. Qu'est-ce qu'on vient chercher dans une réunion comme ça, qui est publique? Il suffit le lundi de prendre les journaux, de tout voir là-dedans. Le renseignement est très important dans le dispositif. Mais le renseignement doit s'occuper des questions de sécurité publique. Les opposants ou la société civile, le syndicaliste ne menacent pas la sécurité publique. Il faut être sérieux. C'est un détournement de pouvoir. On se sert de l'administration au service des intérêts du parti au pouvoir. Et je précise, ce n'est pas seulement le parti au pouvoir actuel. Hein. Tous les partis qui sont passés ont fait la même chose. C'est pour ça qu'il faut aller à des réformes en profondeur. Quel traitement juridique faudra-t-il accorder à un détournement de pouvoir? Mais c'est ce que je dis, c'est la réforme en profondeur des institutions, c'est l'érection d'une nouvelle république qui va changer ça, qu'on ait une vraie république. Avec un président qui n'est pas le secrétaire général d'un parti politique, qui est au-dessus de tout. Avec un état de droit qui est au-dessus de tout le monde, y compris au-dessus du président de la République. Avec un système de séparation, une vraie séparation de pouvoir et de pouvoir équilibré. Avec un système, avec une justice totalement indépendante. Pourquoi pas inclure dans la Constitution une procédure de destitution d'un chef de l'État s'il fait des fautes? Impeachment, pourquoi pas? Pourquoi pas? On peut mettre en place, pourquoi pas, un dispositif d'impeachment quand le président de la République ne respecte pas les principes fondamentaux de la Constitution. Moi, je ne suis pas opposé à ça. D'après certains observateurs, Maître Mame Adama Gueye, la présidentielle de 2019 se jouera entre trois fils de l'ancien président Maître Abdoulaye Wade, Macky Sall, Idrissa Seck et son fils biologique Karim Wade. C'est fondé sur quoi? Sur leur manière de faire la politique présentement, mais aussi de s'atteler à cette présidentielle. Non, mais la question qui se pose, c'est encore une fois, faisons les choses de manière sérieuse.
Ça, c'est une forme de légèreté. Dire, oui, ça va jouer entre le fils du... C'est de la légèreté pure et simple. N'essayons pas, parce que ça, vous savez, nous ne sommes pas naïfs au point de penser que c'est gratuit. Il y a même certains qui disent que le président, lui, choisit ses adversaires parce qu'il va choisir celui qui pense qu'il battra le plus facilement. Effectivement. C'est de la manipulation de l'opinion. Laissons l'opinion, ne manipulons pas l'opinion, ne conditionnons pas l'opinion. Laissons tous les candidats s'adresser à l'opinion, laissons les citoyens décider sans les conditionner. C'est pour ça que je n'essaierai même pas de répondre à cette question, parce que quand on pose une hypothèse comme... C'est une question désobligeante? Non, mais du tout. Parce que ça ne repose pas sur des hypothèses sérieuses. Moi, je réponds à des questions quand la réflexion procède d'une démarche scientifique sérieuse, fondée sur des hypothèses sérieuses, pas sur des suppositions. Tout de même, il ne faudrait pas sous-estimer la posture de ces trois personnes citées. Il ne faut sous-estimer la posture d'aucun candidat et juger les candidats à la pertinence de leurs propositions par rapport aux attentes des citoyens. Et laisser les citoyens décider s'ils sont convaincus et choisir en fonction du fait qu'ils ont confiance. Il y a deux choses. Il y a la pertinence des propositions, parce que comme je le disais tout à l'heure, c'est facile de faire des propositions parce que toutes les propositions sont séduisantes. Oui. La crédibilité des candidats. J'insiste, la crédibilité des candidats. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un président de la République dont la parole pose problème à force de se dédire. Ça, c'est une question importante. Les citoyens doivent vérifier la crédibilité de tous les candidats. C'est un élément fondamental. On confie un pays à un président crédible, qui a une parole qu'il respecte. Ça, c'est un élément fondamental pour instaurer une confiance durable entre le président de la République et les citoyens. Dans le landerneau politique, on note un nouveau mode de recrutement mené par le pouvoir. Il s'agit de ce que nos confrères du journal Enquête appellent politique funèbre. Je m'explique. À titre d'exemple, il y a les cas de Bamba Fall, le maire de la Médina, l'ancien PM Souleymane Ndéné Ndiaye, maître Ousmane Ngom et Bekay Diop. Quel commentaire vous inspire ce nouveau procédé? C'est indécent. C'est-à-dire que moi, je crois que dans notre rapport avec les défunts, les personnes qui le quittent, on devrait avoir plus de respect. Et comme on dit en Wolof, dites que dem ci yiw nga fay wut. Amna yo xamne ku fa démé lol mom yiw du ko fa jëlé. C'est indécent. Moi je veux pas aller plus loin parce que c'est tellement flagrant. Mais il y a une responsabilité. C'est le clientélisme politique encore une fois. Parce que je parle tout à l'heure de la crédibilité. Le président de la République avait dit qu'il y avait de la place pour l'éthique dans la politique. Ensuite, il est allé à Kaffrine ou à, je ne sais plus, dans le Sine. Oui, c'était à Kaffrine. Faire l'apologie de la transhumance, encourager la transhumance. Ça, c'est pas étonnant. Donc c'est pour ça que je dis aux citoyens, au moment de voter, qu'ils n'oublient pas tout ça. La crédibilité des gens. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce système clientélisme qui permet la transhumance. Et c'est très simple. C'est comme dans le commerce. Il y a une demande, il y a une offre, il y a une demande, pardon, il y a une offre quand il y a une demande. Si les gens ne voulaient pas acheter tel produit, personne ne le vendrait. Oui. S'il y avait un président de la République qui rejette la transhumance, qui n'en veut pas, il n'y aurait pas d'offre. C'est parce qu'il y a une demande. C'est pour ça que c'est fondamental. Qu'on ait un président de la République qui décourage totalement la transhumance. Dans ce cas, il n'y aura pas de demande. Le problème, il est réglé. C'est à ce niveau que ça se règle. Oui. Dans son manifeste, la LD Debout, mise sur pied la semaine dernière, à l'issue de son 8e congrès, s'offusque du pouvoir jupitérien exercé par le chef de l'État. À votre niveau, allez-vous confirmer? C'est bien, je le confirme, mais c'est bien qu'ils le découvrent maintenant parce que nos amis de la LD étaient parmi les initiateurs des assises nationales qui avaient posé ce problème. Maintenant ils le découvrent dans leurs relations et je me félicite qu'une partie de la LD découvre ça. Nous invitons, c'est pour ça que nous, dans Sénégal-Ouest, nous invitons toutes ces franges qui ont des principes
Parce qu'aujourd'hui, vous savez, il y a une base historique de politique, de parti, qui était fondée sur des valeurs d'éthique. Les appareils, les directions les ont dérivés vers les délices du pouvoir. Mais les militants historiques, ils sont déprimés, ils sont découragés. Mais ceux-là sont nos partenaires naturels. Nous les invitons à venir avec nous. Nous les invitons à répondre à notre appel pour effectivement que les conclusions des assises nationales ne soient pas perdues. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui les avaient initiés et qui sont arrivés au pouvoir les ont jetés aux orties. Vous leur en voulez pour cela? Non, du tout. Je ne leur en veux pas. Chacun fait ce qu'il veut. Je le constate. Moi, j'étais dans les assises nationales. Je suis membre du comité de pilotage des assises nationales. Je restais fidèle aux conclusions des assises nationales. Et c'est pour ça que nous avons décidé de mettre en place Sénégal bu bees, parce qu'on s'est dit que ce serait dommage que ce formidable travail réalisé par les sommités de ce pays, par des intellectuels de très haut niveau, par la société civile, par des politiques, par des syndicalistes, soit perdu pour des raisons d'intérêt politicien. Mais au vu de ces dislocations notées dans les différentes formations politiques sous le magistère du président Macky Sall, n'y a-t-il pas lieu d'y voir une reconfiguration de l'espace politique? Moi, ça me fait rigoler quand on parle de reconfiguration, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire reconfiguration? On a un pouvoir où on a des libéraux, des socialistes, des communistes, des... Quoi, reconfiguration? Mais il y a des ailes dissidentes au sein de ces partis politiques. Oui, mais qu'est-ce qui se passe? C'est des questions d'intérêt ponctuel. C'est des questions d'intérêt ponctuel qui se jouent. C'est le clientélisme politique. Tout ça, c'est la résultante du clientélisme politique. C'est la résultante. C'est pour ça qu'il faut aller vers la nouvelle République qui va évacuer ce clientélisme politique. Oui. Avant d'accéder à cette nouvelle politique, Maître Mame Adama Gueye, nous parlons de ces assises du Parlement de la CEDEAO qui ont vécu à Dakar. Pour y voir clair, appréciez-vous positivement ce compagnonnage entre les 6 pays en attendant l'arrivée du Maroc qui compose l'espace? Mais la CEDEAO est un élément très très important, parce que nos petits pays-là ont tous intérêt à renforcer l'intégration sous-régionale. Ça nous donne les moyens de peser sur le plan international. Donc il faut tout faire pour renforcer davantage l'intégration sous-régionale. Oui. Maintenant, sur cette question de l'arrivée du Maroc, je pense que quelque part la raison a prévalu, parce qu'il était prévu que l'accord soit donné au Maroc au mois de décembre. Maintenant, on a fait ce qui est responsable et raisonnable, c'est-à-dire une étude d'impact, une simulation, pour voir quel serait l'impact, parce qu'il faut enregistrer les inquiétudes légitimes des secteurs privés des pays de la CEDEAO. Surtout le secteur privé sénégalais, mais de beaucoup de pays de la CEDEAO. Oui. Donc, il faut prêter attention à ça, parce que c'est ce secteur privé qui crée la richesse dans notre pays, qui crée des emplois. Donc, on a des intérêts nationaux importants à défendre. Donc, il faut bien écouter les secteurs privés, travailler sérieusement cette étude pour bien mesurer l'impact d'une entrée éventuelle du Maroc avant de prendre une décision qui soit conforme à nos intérêts nationaux. Oui. Aux États-Unis, pour faire face à ce fléau, en l'occurrence ces fusillades notées dans les écoles, le président Donald Trump propose aux enseignants d'être armés, 20%, même si ce n'est pas tout le corps enseignant. Ce ne serait pas une manière de cultiver encore une fois cette violence? C'est absolument grotesque comme proposition. Le président Trump est prisonnier, à mon avis, des lobbies favorables à la détention des armes, qui l'empêchent de faire des propositions sérieuses. Aujourd'hui, c'est même une honte. On a vu des jeunes lycéens qui manifestent. Il y a une dynamique qui s'appelle, je crois, Never Again, qui se développe aux États-Unis, pour qu'on pose enfin la question du trafic des armes, de la liberté de posséder des armes aux États-Unis. Et c'est un problème de lobby, c'est pas autre chose. Et à mon avis, le président Trump est prisonnier de ces lobbies. C'est ce qui l'empêche d'aborder de manière sérieuse cette question, qui est quand même une question fondamentale, qui est en train de créer une situation absolument grave aux États-Unis. Une véritable psychose. Absolument, absolument. Maître Mame Adama Gueye, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes le président du mouvement Sénégal bu bees. La voie du véritable changement. Voilà. Vous étiez notre invité dans l'émission Opinion.
Merci beaucoup. Merci à nos auditeurs et téléspectateurs qui nous ont prêté attention. Grand merci à Cheikh Tidiane Diop qui, d'une main experte, a réalisé cette émission au plan technique. Merci à Oustaz Assane Diouf pour la coordination. Excellente semaine à vous. Rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah.